Merci David. Donc, s'il n'y a plus de place, David le rappelait, hein, vous pouvez aller juste à l'étage où tout est retransmis. Et vous pouvez même poser des questions dans le chat à l'étage. Alors je le disais ce matin en introduction, nous voyons chez OnePoint le sujet de la data et l'IA sous 4 facettes, une facette technologique, une facette académique, une facette politique, et c'est sur cette thématique que nous allons faire un zoom maintenant, et une facette philosophique puisqu'il concerne tous les hommes et les femmes dans, je dirais, la nouvelle donne dans l'Anthropocène, pour le dire comme ça. Sur le plan politique, il y a une actualité qui a été très riche. Est-ce que ça va mieux là? Ou c'est pareil? Muriel a des subterfuges pour demander le silence. Non mais oui, faisons le silence. Je ne sais pas si ça va mieux ou si en régie, on peut peut-être à peine monter le micro. Ce que j'allais dire, donc, c'est que la semaine dernière a été marquée par une actualité extrêmement riche pour l'intelligence artificielle sur le plan politique, puisque le 13, c'est mercredi dernier, a été voté au Parlement le texte de l'AI Act, donc du règlement sur l'IA dans sa mouture anglaise, en langue anglaise, et après ça donnera lieu à une déclinaison, à des déclinaisons nationales. Et au même moment, en tout cas le même jour, était remis au président de la République un rapport au niveau national, donc, qui faisait mention de l'ambition de la France en matière d'IA. Donc actualité très riche, et en tant que professionnel de la data et de l'intelligence artificielle, je me réjouis que le politique se soit emparé de ce sujet. Et nous allons aborder au cours de cette discussion les différentes manières de s'emparer pour le politique de cette technologie qui, comme je le disais, va façonner la société. Et donc, c'est à la fois un sujet de réglementation, réglementer cette technologie, et un sujet de projet politique presque. Pour discuter et échanger sur ce sujet, quel invité était mieux placé que Madame la ministre, Frédérique Vidal, qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation de 2017 à 2022, si ma mémoire est bonne, et qui est aujourd'hui membre du comité scientifique de l'Institut OnePoint, et qui régulièrement, à ce titre, nous alimente de ses visions et de sa réflexion quant à l'apport scientifique et l'apport en matière de recherche, de développement et d'innovation pour des structures de services comme la nôtre. Alors la première question, cher Frédéric, serait finalement en rebond à cette actualité que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se matérialise avec les textes que j'ai évoqués, le vote que j'ai évoqué, la remise du rapport au président de la République. C'est évidemment une tendance de fond qui n'est pas apparue le 13 mars 2024, ça vient de beaucoup plus loin. Est-ce que peut-être on peut échanger sur cette lame de fond qui est apparue bien avant ChatGPT et que certainement dans votre ministère vous aviez déjà appréhendé? Merci beaucoup Gontran, merci Muriel aussi pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Peut-être d'abord, effectivement, confirmer que c'est pas quelque chose qui date uniquement du 13 mars dernier. Hein. Le travail sur l'IA Act au niveau européen a démarré en avril 21. Donc effectivement, il y a quasiment 3 ans. Et la question, c'était, qui se pose d'ailleurs très souvent dans les instances européennes, hein, c'était est-ce qu'on réglemente avant de savoir de quoi on parle, ou est-ce qu'on laisse aller et puis on régulera après? La position de l'Europe, c'est toujours une position qui vise à être la plus protectrice possible, donc c'est une position qui vise à réguler le plus tôt possible pour éviter les dérives. Et puis, dans le cadre particulier de l'intelligence artificielle, on est dans une configuration où on a, on va dire, 2 grandes façons de voir l'IA aujourd'hui dans le monde. Une IA très peu régulée, voire pas régulée du tout, et qui est très libérale et très liée au marché.
et une IA qui, elle, est extrêmement contrôlée et qui sert d'ailleurs en partie à faire du contrôle avant toute chose. Et la position de l'Europe, elle a été initiée, comme souvent d'ailleurs, hein, par une réflexion en France qui avait eu lieu dès 2018, qui avait donné lieu ensuite au rapport de Cédric Villani. Et la question, c'était comment est-ce qu'en Europe, on imagine une IA de confiance, c'est-à-dire une IA qui va être avant toute chose une IA au service de la population, pas uniquement au service du marché, mais quand même évidemment qui ait du sens pour le marché, et certainement pas au niveau du contrôle, mais ça on était déjà plus ou moins protégé par le RGPD. Donc le principe de l'IA Act, c'était finalement d'essayer d'imaginer quels pourraient être les niveaux de régulation et d'essayer d'imaginer les usages qui seraient qualifiés de usages à très haut risque pour la société, hein. Des usages à risque modéré et des usages sans risque. Et donc c'est pour ça que la discussion a duré très très longtemps, parce que c'était très difficile de classifier. Et puis évidemment, au fur et à mesure qu'on arrivait à être d'accord sur les classifications, de nouveaux usages apparaissaient. Donc à un moment, l'idée, ça a été de dire, OK, on va fixer ces 4 grands niveaux. On va lister ce qui existe et on va les classer dans ces 4 grands niveaux. Et puis ensuite, on verra au fur et à mesure s'il faut créer des niveaux supplémentaires ou comment on classera potentiellement les nouveaux usages. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, évidemment l'usage à haut risque qui va être entre interdite et dans la majorité des cas probablement selon les transcriptions, voire extrêmement réglementé, c'est tout ce qui va être classification sur des données personnelles, hein. Ça, c'est considéré comme une ligne rouge pour la très très grande majorité des pays européens, sachant qu'ensuite, évidemment, hein, les directives sont toujours retranscrites dans les lois de chaque pays. Et puis, le très faible risque, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'accepte des cookies ou qu'est-ce qui se passe lorsque j'utilise mon application pour filtrer des choses en utilisant évidemment de l'IA. Donc voilà ce qui a été fait au niveau européen. C'est un travail qui sera évidemment toujours en perpétuelle évolution. Dans le même temps, on a eu un certain nombre de retours, et notamment très récemment encore un retour de la Cour des comptes sur ce qu'avait permis l'investissement d'un peu plus d'1,5 milliard d'euros sur l'IA, tel qu'il avait été envisagé, sachant qu'on était essentiellement sur la recherche en IA et les formations en IA. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que cet argent qui avait été investi, il avait juste permis de ne pas décrocher. Et c'est souvent comme ça, en fait, hein, on calcule souvent un petit peu à l'économie et à la petite semaine en se disant quel est le minimum nécessaire pour ne pas décrocher. Et on a beaucoup plus de mal à dire bon ben ok, on met ça sur la table. Et là, la question c'est pas comment est-ce qu'on ne décroche pas, c'est comment est-ce qu'on devient les meilleurs. Alors on est très bon dans certains domaines, hein, notamment sur l'école de mathématiques qui derrière évidemment nourrit tous les sujets de sciences et technologies de l'information et de la communication, et l'informatique et l'algorithmique et l'IA, etc. Notre centre national de recherche, INRIA, fait partie des 3 meilleurs centres de recherche au monde. Donc ça, on a pu le maintenir. On avait besoin d'augmenter énormément la capacité de formation en IA et de façon générale en mathématiques, informatique, robotique, pour la bonne et simple raison que ça n'aura échappé à personne qu'un certain nombre de grandes sociétés se sont implantées à Paris et donc recruter très souvent les doctorants avant même qu'ils soient diplômés, en alignant un certain nombre de zéros sur leur fiche de paye qui ne correspondent en rien à ce que peut offrir un organisme de recherche publique. On a essayé de travailler ça évidemment avec Bruno Le Maire à l'époque en assouplissant la possibilité de garder un lien avec le monde académique tout en ayant une activité soit dans une start-up qu'on aurait soi-même créée, soit au sein d'une entreprise,
en offrant ainsi la capacité d'améliorer les conditions salariales sur le côté privé et de rester toujours au meilleur de l'état de l'art sur le côté académique. Mais bon, tout ceci nous a permis, comme je vous le dis, simplement de ne pas décrocher. D'où l'idée de ce rapport qui, d'une part, estime que, bien sûr, former des jeunes à l'intelligence artificielle dans son aspect mathématique et technologique est essentiel, mais que ce qui devient finalement encore plus essentiel, c'est de former la population, de l'acculturer à ce qu'est une IA. Parce qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, les IA ne se trompent jamais. Or, ça, c'est évidemment quelque chose qui, dès que vous êtes dans le secteur, vous savez que c'est absolument faux. On est sur des choses qui sont probabilistiques, hein, donc par définition, quand on est sur du probabilistique, il n'y a pas de certitude à 100%. Il y a même des physiciens célèbres qui vous diraient que si on prend la variable temps long, tout est possible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la machine est plus intelligente. Et d'ailleurs, je pense qu'intelligence artificielle, c'est un très mauvais choix de terme. Mais bon, maintenant, ça s'appelle comme ça, donc on va le garder. Que la machine est plus intelligente qu'eux. Et donc, vous avez tous probablement vécu ce moment de solitude. Vous êtes dans votre voiture, vous avez quelque chose qui vous guide. Vous savez que vous devez tourner à gauche pour rentrer chez vous. Enfin, vous avez toujours tourné à gauche pour rentrer chez vous. Il est tard, donc il n'y a pas de risque majeur de bouchon. Mais en attendant, votre application vous dit d'aller à droite. Et bah, vous allez à droite. Parce que si l'application le dit, forcément, elle a raison. Puisque l'application, par définition, elle est très intelligente. Et puis, avec les IA génératives, on a aussi la question de la signification. Or, les IA génératives n'ont aucune idée de la signification de ce qu'elles écrivent, de ce qu'elles produisent comme image ou comme son. C'est nous qui donnons une signification. Et si on ne comprend pas comment se construit la réponse d'une IA générative, alors forcément, on va penser qu'elle dit, qu'elle décrit la réalité et la vérité. Or, en fait, là encore, elle décrit ce qui est le plus souvent retrouvé dans la base sur laquelle elle a été entraînée, dans la base de données sur laquelle elle a été entraînée. Et là, on voit bien à quel point c'est une question aussi de souveraineté et d'état d'esprit, parce que vous imaginez bien que si vous choisissez les données sur lesquelles vous entraînez les IA, ben vous allez avoir des IA génératives qui vont vous raconter ce que vous voulez qu'elles vous racontent. Et donc là, on atteint la dernière chose qu'il faut absolument inculquer le plus largement possible au grand public, c'est le fait que elle considère que les IA, enfin les gens considèrent majoritairement que les IA sont incorruptibles, puisque c'est une succession d'équations. Or, en réalité, évidemment, ces équations, ces algorithmes, ils ont été écrits par des gens. Les données sur lesquelles les IA ont été entraînées, elles ont été choisies par des gens, et donc, bien sûr que c'est totalement corruptible, comme n'importe quel être humain peut potentiellement être corruptible. Donc, ce que dit ce rapport, c'est qu'il faut impérativement acculturer l'ensemble de la population à ce qu'est l'intelligence artificielle, et au-delà, évidemment, donner cette culture à tous les jeunes en formation, mais aussi à tous les moins jeunes et à tout le monde, et d'où la formation tout au long de la vie, la formation continue, la vulgarisation au sens noble du terme. Ce que dit le rapport aussi, si je suis trop longue, il faut me le dire, hein. Ce que dit le rapport aussi, et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a besoin de constituer au niveau français et probablement au niveau européen de véritables fonds d'investissement. Nos jeunes sont brillants, nos jeunes n'hésitent pas à créer leur start-up, à grandir, à grossir. Sur les premiers et deuxièmes tours, ils trouvent les moyens, et quand ils veulent vraiment grandir, eh ben les fonds d'investissement qui les financent et donc qui les contrôlent ne sont plus des fonds français ou européens. Donc, essentiel d'avoir sur ces sujets-là de véritables fonds d'investissement qui vont venir soutenir l'innovation et surtout la garder en Europe et la garder dans cet esprit que nous souhaitons pour l'IA en Europe.
Troisième chose, je vais accélérer, c'est la question humaniste. L'IA ne pourra être adoptée, ne pourra être comprise, ne pourra être perçue comme un progrès dans un monde qui de plus en plus considère que le progrès c'est dangereux. Ça c'est un autre sujet, une question d'éducation aussi et de culture scientifique et technologique. Que si on fait la démonstration que les IA vont pouvoir améliorer la vie quotidienne des gens, améliorer les choses dans leur travail, améliorer les choses pour leur santé, améliorer les choses pour leurs enfants, bref, qu'il y ait un véritable travail sur ce sujet-là. Donc voilà, il y en a 6 ou 7 de grandes préconisations, mais voilà peut-être les choses qui sont les plus essentielles. Effectivement, alors je crois qu'il y en a 7 qui sont prioritaires parmi les 25, effectivement. Alors si je vous entends bien, parce que la scène est posée en quelque sorte, le sujet, la toile de fond, je le reformule avec mes mots, c'est, si je peux le dire ainsi, la soumission aux IA et accepter ou non de les embrasser. Et partant de là, il y a 2 éléments qui sont à notre portée quand on est politique. C'est l'humain, grâce à la formation, et se pose la question de comment rester souverain, je dirais presque, en matière de formation et comment être maître de son destin en matière de formation. Car vous le soulignez, on a la chance aujourd'hui de produire encore peut-être les meilleurs cerveaux qui viennent peupler les jeunes startups françaises, pour beaucoup européennes, mais qu'en sera-t-il demain? Et il y a certainement cet actif éducatif à préserver. Et puis l'autre aspect, en parallèle de l'humain, c'est l'aspect financier. Là aussi, vous évoquiez une sorte de dotation à minima, c'est comme ça que je l'ai retenu, pour rester dans la course, rester dans le game, comme on dit, mais qui se trouve être à des années-lumière finalement des investissements dont on entend parler, outre-Atlantique notamment. On ne sait pas trop ce qui se passe en Chine, mais on imagine que les investissements sont extrêmement massifs également. Donc il y a le sujet du fléchage et de la mobilisation finalement des capitaux. Tout cela pouvant être pensé à la fois à une échelle nationale et à une échelle nationale dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle est pas assez grande en termes tout simplement numériques, et donc ou à une échelle continentale. Je veux parler de l'Europe évidemment. Donc finalement sur je dirais cette palette de leviers humains d'un côté, et au travers notamment de la formation capitalistique de l'autre, au travers du financement national et européen au sens de l'Union européenne, quels sont non pas vos paris pour l'avenir, parce qu'on parle pas de paris, mais les chances et les atouts qui seraient les nôtres, et où placer le poids du corps, si je puis m'exprimer ainsi, dans cette course pour rester, de manière à rester dans la course, pour le dire comme ça. Alors la bonne échelle, c'est évidemment l'échelle européenne. C'est l'échelle européenne en termes de capacité à lever des fonds, donc capacité à lever des emprunts. L'Union européenne a mis sur le dernier Horizon Europe un peu plus de 100 milliards spécifiquement sur l'IA. Mais bon, je crois que Microsoft fait 10 milliards par an. Donc bon, on n'est encore pas complètement à l'échelle. En attendant, quand l'Union européenne met 100 milliards, évidemment, normalement, c'est en effet levier. C'est-à-dire qu'on devrait avoir derrière, effectivement, des levées sur les capitaux privés. C'est la bonne échelle parce que c'est potentiellement le bon marché. Et puis, la sorte de pari qu'on fait, c'est en fait, il faudrait que l'Europe soit en capacité, au niveau des usages, de définir les standards. Si les standards définis par l'Europe sont des standards qui sont adoptés par la population, les citoyens en général, européens ou non européens, alors c'est ce type d'IA qui sera recherché par les populations. Or, pour le moment, on a globalement un tout petit nombre de personnes qui comprennent ce qu'est l'IA, et je ne me mets pas dedans, parce que moi, je comprends pas tout, je dois l'avouer.
Et puis, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, et dans les personnes qui ne comprennent pas, celles qui pensent que ça va quand même être une révolution, mais quand on leur demande en quoi, pourquoi, c'est quand même encore un problème. Donc, d'où l'importance vraiment de l'acculturation et d'où l'idée de co-construire les usages, d'avoir vraiment des usages qui deviennent tellement évidents pour les populations que ça en fait des standards. Donc l'échelle européenne, c'est obligatoire. Si on arrive à réussir cette forme de pari, hein, d'avoir des standards qui vont être basés sur, ça avait été appelé AI for Good, hein, donc pour le bien, avec un grand B, de l'humanité, du coup, on peut imaginer une gouvernance mondiale de l'IA, où en fait, le premier régulateur, ce sera l'impact sur l'humanité, l'humanisme, la société, l'environnement, les très grands défis. Parce que effectivement, de ce point de vue-là, on a ces capacités. Est-ce qu'on va continuer à former les meilleurs cerveaux? Je vous disais tout à l'heure, dans la loi Pacte, avec Bruno Le Maire, on avait essayé d'imaginer des moyens justement de garder ces cerveaux et surtout de les garder dans l'enseignement. Parce qu'on a une très bonne école de mathématiques, parce qu'on a de très bons profs de maths, de très bons chercheurs en maths qui entraînent les jeunes générations. Mais quand vous avez vraiment une fuite des doctorants qui ne sont pas encore docteurs vers le secteur privé, vous perdez aussi votre capacité à continuer à former les jeunes. Et donc ça, c'est évidemment absolument essentiel aussi. Et pour qu'on ait l'air, pour qu'on soit sérieux, pour qu'on soit crédible, pour que on soit capable d'aller lever des fonds sur des marchés dans le cadre d'emprunt, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Il y a aussi la question de la donnée. Et donc l'Union européenne a fait le choix maintenant depuis un petit moment, puisque c'est des discussions qui ont eu lieu à partir de l'année 2018 sur des données FAIR. Alors FAIR pour findable, accessible, réutilisable et interopérable. Si on est effectivement à l'échelle de l'Europe sur la production de données propres, entre guillemets, c'est-à-dire propres dans le sens utilisable pour entraîner des IA, etc., alors il n'y a pas de fatalité. Et puis on est sur j'allais dire, une chaîne de valeur qui est encore à définir. On sait qu'on a un tout petit peu perdu la bataille, par exemple, sur tous les processeurs graphiques. Hein. C'est une entreprise au monde, 80% des processeurs graphiques. Et puis ce monopole, évidemment, leur permet de réinvestir en permanence. Et alors, on reprochait beaucoup à l'IA d'être gourmande en énergie, mais là, ces derniers jours, il y a eu des annonces sur, ça y est, on a des processeurs graphiques beaucoup moins gourmands en énergie. Bon, est-ce qu'il faut aller se battre sur les processeurs graphiques? Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est pas la première chose que je ferais. Voilà, peut-être à tort. Par contre, il peut y avoir des innovations de rupture sur d'autres sujets, sur d'autres domaines. Il y a la question des centres de calcul. C'est aussi évidemment extrêmement important. Ça, on est capable d'avoir de très grands centres de calcul et de centres de données sur l'Europe. Là encore, si on mutualise les possibilités au niveau de l'Union européenne. Et puis, il y a tous les usages. Et là, sur les usages, j'allais dire que tout est encore assez ouvert. Donc, on a des cartes à jouer. Il faut qu'on parte évidemment enthousiaste et pas perdant d'avance. Parce que sinon, on va nulle part. Hein. Alors, vous évoquiez une gouvernance mondiale de l'IA. Alors, ce qui nous fait remonter, encore dézoomer, puisqu'on s'est dit le plan national est certainement trop étriqué. On évoquait le plan européen. Et certainement, elle est transfrontalière, l'intelligence artificielle, d'où la nécessité de la penser à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. En revanche, et la question va tout droit à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comment finalement arriver à... Je fais référence là au moratoire qui avait été suggéré par quelques détracteurs d'OpenAI, au moratoire sur la recherche en IA.
comment arriver à juguler une recherche qu'on peut à certains égards penser débridée, mais qui pour le coup fait avancer cette technologie dont, sans jeu de mots, on l'appelle GPT comme General Purpose Technology, et qui est une technologie de bien public, enfin General Purpose, d'intérêt général. Donc, on voit qu'il y a des choses à aller chercher au travers des usages et des éléments bénéfiques. Alors, nonobstant les inconvénients, notamment sur l'aspect environnemental dont on vient de parler. Donc, freiner semble illusoire. Comment encadrer pour finalement que la recherche se fasse dans le bon sens, et tandis que c'est peut-être un enseignement de l'EAIAC, il y a beaucoup de choses dans ma question là, mais c'est peut-être un enseignement de l'EAIAC. On a vu la première mouture de l'EAIAC qui ne faisait pas de référence à l'IA générative, la seconde qui fait référence. Donc est-ce qu'on n'a pas, au travers de ces volontés d'encadrer les avancées technologiques, un train de retard ? Alors d'abord, la recherche fondamentale, ça ne s'encadre pas. Voilà, ça c'est la règle de base, ça ne s'encadre pas, et d'ailleurs ça a été précisé dans le rapport, hein, sur tous les aspects fondamentaux, il y a absolument aucun encadrement, aucune régulation, c'est une exception qui a été faite. On notera quand même que c'est très différent par exemple de ce qui se passe dans le cadre de la bioéthique, où on a en France une loi de bioéthique qui dit ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire, indépendamment de ce que l'on peut ou de ce que l'on ne peut pas faire. Sur la question de l'IA, ce qui est proposé en tout cas, c'est on n'encadre pas. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, la recherche est par définition mondiale et internationale. Alors si vous avez envie d'empêcher un chercheur de communiquer avec un autre chercheur dans le monde, il faut oublier cette envie tout de suite, hein, vous allez vivre une grande frustration, ça n'existe pas. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour arriver j'allais dire, à faire en sorte que quelque part il y ait une forme d'auto-organisation et d'auto-régulation de la recherche par elle-même. Moi, c'est la raison pour laquelle je défends beaucoup l'open source. Parce qu'alors certes, l'open source, ok, tout le monde peut y avoir accès, s'en servir, etc. Mais en même temps, c'est sous le contrôle collectif de toute la communauté. Donc, c'est finalement une auto-organisation, une auto-régulation, un auto-contrôle de la recherche par la recherche. Et puis, l'idée d'avoir une organisation mondiale, alors j'aurais peut-être pas eu la même opinion il y a quelques mois ou années, mais il se trouve que, bon, dans un autre contexte, je participe aussi aux travaux des Nations Unies pour l'environnement. C'est sûr que ce n'est pas parce que aux Nations Unies pour l'environnement une déclaration est faite et validée à l'unanimité. En gros, dans les négociations, si vraiment il y a des gens contre, l'objectif c'est de les convaincre de ne pas être là au moment du vote, hein, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de vote contre formellement. Donc voilà. Et on se dit ça sert à rien finalement ces régulations mondiales parce que tout le monde est en capacité de les transgresser. Néanmoins, ça tire vers le haut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une régulation mondiale a été formulée, toute personne qui ne la respecte pas a la capacité à être montrée du doigt par ceux qui la respectent. Et donc, certes, c'est pas un tout ou rien, c'est pas c'est interdit et voilà la sanction tombe, etc. De toute façon, c'est jamais comme ça dans les traités internationaux. C'est voilà ce vers quoi le monde, l'humanité souhaite aller. Bien sûr, hein, si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Mais en tout cas, on vous regarde. Et comme après, il y a aussi une question de réputation, hein, y compris au niveau des États, ça fait néanmoins progresser les choses dans le bon sens, même si c'est extrêmement lent. Mais d'un autre côté, ça sert à rien de poser des interdictions qu'on n'est pas capable de faire respecter. Donc, autant aller sur la négociation. Mais c'est très très long. Voilà, on passe des jours à discuter sur un mot. Il faut se convaincre que c'est utile quand même. Mais oui, au final, je pense que c'est utile. Alors je souscris pleinement, là, c'est le consultant qui parle, à cette idée de tirer vers le haut.
car ce qu'on peut observer, moi ça me fascine avec les projets d'intelligence artificielle globalement, au travers de leurs usages, c'est que finalement dès lors qu'on met sous contrôle un certain nombre de KPI ou qu'on veut optimiser des choses, en principe on le fait souvent pour des raisons économiques, mais ça va tirer dans le bon sens parce que si c'est sur de la supply chain, il y aura moins de consommation de carburant. Si c'est pour, j'allais dire bêtement, monitorer des index de parité, ben, on va faire mettre tout en œuvre pour y parvenir. Donc globalement, j'observe, je suis assez fasciné de ça chez mes clients qui le mettent en œuvre, une sorte d'amélioration globale en prenant le sujet sous un cas d'usage et en le généralisant. Alors, cher ministre, là, nous avons dans la salle des gens du monde industriel de la data et de l'IA, nous avons des consultants, nous avons beaucoup de clients. Finalement, quel serait, à l'attention de ces trois populations, je dirais peut-être le conseil avant que vous leur lanceriez aux débeautés pour appréhender cette quatrième révolution industrielle au-delà de la formation dont on a compris que c'était un enjeu national. Donc quelque part, les gens dans la salle vont en bénéficier dans les années à venir. Mais donc là, de manière un petit peu plus immédiate, quelle serait la parole de la ministre sur ces sujets étant dit qu'ils sont évidemment au cœur des préoccupations de chacun. La première chose que j'aurais envie de dire, c'est ne jamais oublier ce qu'est l'IA et ce que n'est pas l'IA. Alors c'est très difficile à définir, évidemment, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Mais je crois qu'il faut qu'on décide de ce qu'on veut en faire surtout. Donc penser l'IA comme un outil et pas penser l'IA comme un prescripteur de quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, utiliser de l'IA quand c'est judicieux de le faire. On va pas mettre de l'IA partout. Voilà, au bout d'un moment, c'est aussi un sujet sur lequel je réfléchis encore dans une troisième vie qui m'occupe. Au sein d'un think tank, Schema Publica, on est en train d'essayer justement de travailler sur ce sujet. Bon, est-ce qu'on est complètement obligé d'utiliser de l'IA pour se maquiller devant son téléphone, parce qu'on peut pas juste le faire devant un miroir. Bon, peut-être que voilà, se poser la question de quand est-ce que ça va apporter une valeur ajoutée et quand est-ce que ça n'en apportera pas, sachant qu'évidemment le côté ludique, amusant, etc. est un côté qui a son business, et je le respecte tout à fait. Mais au regard de ce dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est effectivement le coût énergétique et donc potentiellement écologique. Des centres de calcul, un centre de calcul, enfin un centre, j'ai lu ça il y a quelques années, donc ça a dû bien changer depuis, mais un centre de proximité de diffusion de films d'une plateforme bien connue, c'est l'équivalent en consommation électrique de la ville de Strasbourg. Bon, voilà, on fait le choix ou on fait pas le choix. Donc ça, c'est la première chose. Avoir du sens. Penser que c'est un outil, que c'est pas l'IA qui donne du sens, que c'est l'être humain qui va donner du sens à l'utilisation d'une IA pour se faciliter la vie. La deuxième chose, mais ça c'est vrai de tout, c'est l'audace. Il faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose et que ça ne fonctionne pas du premier coup. Parce que souvent on est dans un processus qu'on connaît très bien en recherche, surtout de la recherche expérimentale, qui est le mode essai-erreur. Voilà. Mais on apprend énormément de ses erreurs et donc ça c'est aussi très important. Et puis peut-être la dernière chose, c'est à la fois on peut pas se passer des outils d'IA qui ont déjà été développés parce que sinon on va prendre énormément de retard sur les usages de l'IA. Et en même temps, il faut qu'on crée nos propres outils pour des questions de souveraineté. Donc comment est-ce qu'on équilibre ça? Et comment est-ce qu'on équilibre aussi les investissements pour avoir le court terme qui est développer et faire grandir sa société, mais aussi l'investissement sur le long terme, qui est évidemment essentiel pour garder une forme de souveraineté. On pourra évidemment toujours utiliser l'IA des autres, sur les infrastructures des autres, mais là, on décrochera sérieusement et on sera appauvri.
Alors effectivement, si on peut utiliser nos IA sur nos infrastructures et avec nos financements, je pense que c'est important, et construite avec nos ingénieurs, on aura gagné le pari. Je suis persuadé qu'il y a quelques questions dans la salle. On doit avoir le temps de les prendre. On a une dizaine de minutes pour les prendre. Ah, au premier rang, David, si tu veux. Pendant que tu vas derrière, je passe le micro là. Bonjour. Je peux démarrer. Concernant l'industrie des médias, on a un petit peu parlé de watermarking, de la façon dont on pourrait identifier un contenu comme étant généré par l'IA. Quelle est votre vision? Est-ce que vous imaginez plutôt que c'est aux médias ou à la plateforme sociale de faire en sorte qu'il y ait cette identification? Ou est-ce que vous pensez que ça doit être, là encore, régulé? Alors, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'entendre des choses bien plus intéressantes que ce que je pourrais dire sur ce sujet quand on sera dans la partie philosophie. La vraie question, il me semble, mais là encore c'est une question d'éducation, une question d'esprit critique, une question de méthode scientifique dans la façon dont on éduque nos enfants. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de croire? Voilà. Est-ce qu'on a envie de croire ce qui nous conforte dans ce qu'on croit déjà? Auquel cas vous pouvez démontrer formellement à quelqu'un qu'une image a été construite et vous entendre répondre d'accord, mais elle est plus vraie que nature, donc moi j'y crois. Ou est-ce qu'on est capable de se confronter à l'altérité, quelque chose qu'on n'imagine pas et qui néanmoins est vrai. Il me semble que ça devrait être à minima signalé quand quelque chose est issu d'une IA générative. Il me semble que c'est la moindre des choses. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'on retrouve une forme de raison dans la façon dont on consomme l'information? Je n'en suis pas sûre. Là-dessus, moi, ce qui me désole vraiment, c'est, je pense qu'on n'a pas été éduqués à Internet. Enfin, nous, moi certainement pas, mais même les plus jeunes d'entre nous n'ont pas été éduqués à Internet. Pourquoi je dis ça? Parce que Internet, moi, je me rappelle très très bien, c'était la diffusion de l'information, le monde entier, le partage, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, au moins dans une partie des réseaux sociaux? C'est que c'est la meilleure façon de se retrouver entre gens qui pensent la même chose. Dès que quelqu'un a l'air d'émettre une critique, la plus minime soit-elle, ou voire même une question sans critique, hop, vous le bloquez, c'est terminé. Et donc, votre monde devient le monde de vos 14 amis qui vous like tous les jours. Et donc, vous pensez que le monde pense comme vous. Et donc, vous arrêtez d'être dans le monde. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pas un problème particulièrement lié à l'IA, même si ça peut l'amplifier. C'est un problème d'éducation. Moi, alors là, vraiment, j'en suis convaincue. Et je parle d'éducation, je parle pas d'instruction. Évidemment, il y a l'instruction dans l'éducation, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose qui devrait être placé au-dessus de tout dans notre façon de vivre en société. La capacité à interroger ce que l'on voit, ça va être de plus en plus nécessaire, interroger ce que l'on entend, se demander pourquoi les gens écrivent ça, pourquoi les gens disent ça, pourquoi les gens montrent ça, trouver la source. Tout ça, ça devrait être quelque chose de naturel pour tout le monde. Et c'est malheureusement loin d'être le cas. Voilà. Et c'est la même chose, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas éduqué à Internet. Pour ceux d'entre vous qui, à un moment, ont ouvert une encyclopédie, je suis sûre que vous avez toujours cherché quelque chose dans une encyclopédie et finalement lu autre chose. Aujourd'hui, si vous cherchez quelque chose, que vont faire les moteurs de recherche? Eh ben, ils vont vous abreuver de cette chose-là et vous allez perdre toute opportunité de voir autre chose. J'avais proposé à l'époque aux grands fournisseurs d'accès de dégrader leurs algorithmes et de faire du 1 ou 2% d'aléatoire dans ce qu'ils nous proposent. Voilà. Si j'ai cherché à prendre un billet d'avion Paris-Nice, il y a des chances que dans les 2 heures, je l'ai trouvé. Donc c'est pas la peine de me renvoyer
des billets d'avion Paris-Nice ou des billets d'avion Paris-Toulouse ou Paris je ne sais quoi, toutes les demi-heures pendant les 3 heures qui suivent. Voilà. Et donc je pense que ce serait même intéressant pour eux, de temps en temps, même une fois sur 100, d'envoyer un truc qu'on n'a pas demandé, juste pour qu'on sache qu'il existe des choses en dehors de ce qu'on pense. Alors, sur ce sujet précis, je fais une page de pub quand même, c'est précisément dans le cadre du Pass Culture. OnePoint a réalisé toute la data en fait, du Pass Culture, et en particulier le moteur de recommandation. Et la promesse du président de la République était de faire quelque chose qui ne soit pas une recommandation à la plateforme vidéo, puisqu'on ne va pas les citer, plateforme vidéo ou audio, et de faire rentrer, je cite, une dose de sérendipité. Parce que précisément, quand on découvre, il y a de la sérendipité, il y a la bonne découverte qu'on n'avait pas escompté faire et qu'on fait. C'est exactement le sujet des pages dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédie, pardon. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire et même à monitorer finalement en faisant rentrer plus ou moins de sérendipité, donc plus ou moins de hasard quelque part. Et puis juste en rebond, et après on prendra d'autres questions, je crois qu'il y a une frontière qui est subtile quand même dans les médias, parce que les effets spéciaux existent depuis très longtemps. Je pense que ça fait belle lurette, et je pense pas, c'est pas que ça ait jamais existé, qu'on ait fait avec des effets spéciaux dans un film. Donc là, finalement, ça rejoint le sujet de qu'a-t-on envie de croire. Bon, bah, si le résultat est crédible, ok. Je pense que le vrai sujet, c'est la fake news qui est en dessous. Et donc là, l'éducation collective des populations pour que finalement cette idée de fabriquer de la fake news disparaisse à la source. C'est illusoire, j'en ai bien conscience, mais il faut essayer de l'éradiquer le plus près possible de sa génération. Mais le biais de confirmation, c'est quand même quelque chose que les neurosciences décrivent. Hein. Ça, c'est humain, c'est humain. Nous avons une autre question ici. Je vais me lever parce que je pense que vous n'allez pas me voir. Bonjour Madame la Ministre. Une question pour en revenir au sujet d'une gouvernance mondiale. Définitivement, ce défi politique est intrinsèquement lié à un défi économique. Vous l'avez dit vous-même, le défi politique va prendre du temps. Et au niveau à la fois européen mais aussi national, quels seraient nos leviers en tant qu'entreprise finalement pour ne pas perdre l'avantage ou au moins prendre du retard sur l'avancée économique du sujet qu'est l'IA face à la lenteur du défi politique? C'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, comme souvent, hein, entre utiliser ce qui est disponible pour rester compétitif, parce que c'est sûr que si on n'utilise pas ce qui est disponible maintenant et qu'on attend du Made in Europe, ou qu'on attend de l'organisation mondiale, ou qu'on attend... on est mort, quoi. Hein, donc évidemment, il faut y aller. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas consacrer forcément toute son énergie uniquement à ça. Il faut penser un tout petit peu plus long terme, parce que si au final, vous avez grandi, mais que tout ce que vous avez accumulé est utilisé par d'autres, vous aurez grandi un tout petit moment, et puis après, vous allez tomber, quoi. Je parle des entreprises, hein, évidemment, ou l'économie en général, d'ailleurs. Donc, vous voyez, sur le numérique, par exemple, on était bien parti. Et puis, à un moment, on est arrivé à une espèce de falaise, mais qui est normale, hein, qui est que dans les 70 000 capacités du numérique, il y en a 10 qui ont émergé. Voilà. Et donc, tout le reste, ça s'est effondré. Et quand on a vu l'effondrement, on s'est dit, oulala, on arrête d'investir dans le numérique, on va laisser les choses décanter, et puis on prendra ce qui sera sorti de cette décantation. Sauf que tout ce qui est sorti de cette décantation, c'est pas européen. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être capable d'utiliser les outils qui sont disponibles maintenant, parce qu'il faut absolument pas prendre du retard sur le point de vue économique, mais en même temps penser sur le long terme et se dire que quand on est au-dessus de 10% de succès, on n'est pas dans l'innovation, en réalité. Donc, il faut prendre du risque. Voilà. Et c'est parce qu'on aura pris ce risque maintenant
qu'on n'aura pas fait la même erreur que sur le numérique, c'est-à-dire se dire oulala, là là, attendons de voir ce qui émerge, mais qu'on aura fait partie de ce qui émerge, qu'à ce moment-là, on pourra préserver une forme de souveraineté. Est-ce qu'il y a des questions à l'atelier, Jean-Baptiste? Est-ce qu'on a une question? Non. Bon, je crois que tout a été répondu. Et dans cette salle, est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon, merci beaucoup pour cette présentation. Quand on pense intelligence artificielle, on pense souvent à Mistral, enfin en tout cas à l'IA générative qui fait beaucoup de bruit en ce moment, mais on est sur la partie software qui est une partie éminemment importante, mais il y a tout un écosystème. La chaîne de valeur et notamment le revenu est beaucoup drivé par les équipements, les infrastructures. Il n'y a qu'à regarder le cours de bourse de Nvidia. Dans la façon dont le politique aujourd'hui regarde les investissements, l'avenir de la France, est-ce que ça touche du coup à des sujets plus larges comme la réindustrialisation de la France sur les semi-conducteurs? Enfin, comment c'est adressé aujourd'hui? Comment vous le voyez? Parce que cette chaîne de valeur, elle est complète. Ouais. C'est ce que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure en disant que la chaîne de valeur, d'abord, à mon avis, elle est incomplète. Hein, on l'a pas encore complètement identifiée. Et puis à l'amont et l'aval. Oui, quand je dis qu'il faut absolument qu'on travaille sur la question des centres de stockage et des centres de calcul au niveau européen. Il y a aussi, bien sûr, le côté matériaux, le côté infrastructure, le côté... Aujourd'hui, la plus grande problématique environnementale liée au stockage de données, au calcul et à l'IA, c'est la question de la production de chaleur, c'est la question du lieu de la production des composants, c'est la question de l'absence de souveraineté par rapport à certains composants des infrastructures, etc. Donc tout ça, bien sûr qu'il faut y travailler. Et on pourrait, par exemple, le faire dans une vision de innovation qui réduit systématiquement l'empreinte carbone. Ça, c'est quelque chose qui pourrait, mais c'est ce que je disais, avec le monopole, le quasi-monopole de Nvidia qu'on ne cite pas, évidemment, eux, ils ont toutes les capacités d'investir pour aller là-dessus. Donc, bon, peut-être qu'il ne faut pas aller sur les questions de processeurs graphiques, il faut aller sur autre chose. Et c'est là qu'il faudra aussi bien doser les choses entre l'innovation incrémentale, on a quelque chose et on l'améliore, et l'innovation de rupture. Mais si vous voulez être dans l'innovation de rupture, alors je pense que vous êtes même en dessous de 10% de succès. Donc il faut être prêt à y aller, et il faut être prêt dans un écosystème fondamentalement pro-européen à se dire peut-être qu'on partage entre nous tout ce qui ne fonctionne pas. Ça sert à rien qu'on refasse 12 fois la même chose. Et quand on est dans un processus d'innovation, pourquoi ça marche si bien les pépinières, les choses comme ça, où ça bouillonne, etc. C'est à la machine à café. C'est j'ai testé ça, ça n'a pas marché. L'autre travaille sur complètement autre chose, mais ça lui donne des idées, soit à tester, soit au contraire à ne pas tester, etc. Donc c'est pour ça que je pense très sincèrement qu'on ne connaît pas encore complètement toutes les briques du marché. Et qu'il faut essayer tout. Il faut essayer l'innovation incrémentale en se prenant un objectif qui serait par exemple la réduction de l'impact énergétique. Il y a des tests qui sont faits, enfin voilà. Mais aussi oser l'innovation de rupture. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on s'arrête là. Merci beaucoup.